Chapitre 1. La fête du jardin. C'était un de ces après-midi ensoleillés de fin d'été où l'air semblait empli du parfum des fruits mûrs et du léger bruissement des feuilles qui s'apprêtaient à l'automne. Le village de Rose Hill, propre et ordonné avec ses chaumières et ses haies taillées, était rassemblé sur la place pour la fête annuelle de l'église. Les enfants couraient d'un étal à l'autre. Les hommes s'essayaient au tir à la noix de coco, et les dames de la paroisse s'activaient derrière des tables de génoises, de confitures et de tricots, le tout destiné à récolter des fonds pour la restauration du toit de l'église. Miss Jane Marple, vêtue d'un élégant tailleur gris tourterelle, orné d'un petit brin de lavande à son revers, était assise tranquillement dans un fauteuil en osier près de la tente à thé. Elle était venue, comme toujours, en partie pour soutenir le pasteur, et en partie pour profiter de l'occasion insatiable d'observer ses voisins lorsqu'ils étaient un peu moins sur leur garde. Les gens se révélaient beaucoup lorsqu'ils étaient distraits par les concours de gâteaux, les tombolas, et la possibilité de gagner un panier cadeau. De son siège, elle pouvait voir l'honorable Madame Templeton disposer des pots de marmelade avec un air de fierté, et la jeune Alice Hartley voletant dans sa robe d'été pâle, bien trop attentive à M. Peter Conway, le fils du notaire. Les yeux bleus de mademoiselle Marple pétillaient. La vie quotidienne, dans les villages comme ailleurs, était souvent bien plus dramatique qu'on ne le soupçonnait. Sauf qu'ici, elle était enveloppée de dentelles, de porcelaine et de conversations polies. Le premier signe que la journée ne se déroulerait pas comme prévu fut le hurlement soudain d'un chat. C'était un son rauque et étrange qui interrompait le doux bavardage des voix et le tintement des tasses. Les têtes se tournèrent. Venu du cimetière, un chat noir traversa l'herbe, le dos cambré, les yeux verts flamboyants sous le soleil. Plusieurs enfants hurlèrent de joie. Quelques femmes âgées murmurèrent des rumeurs de mauvais présages. Miss Marple, toujours pragmatique, remarqua seulement que les chats ne hurleront pas ainsi sans raison. Quelques instants plus tard, un cri réduisit la fête au silence. « Seigneur, qu'on aille chercher le constable !» s'écria M. Arthur Wainwright, le marguillier, qui s'avança en titubant hors du cimetière, le visage rougeaud et blême sous le soleil d'été. Il y eut un bruissement, une inspiration collective, tandis que les villageois se hâtaient vers l'endroit. Miss Marple ne se pressait pas. Elle ne le faisait jamais, mais elle se leva aussitôt, sa canne à la main, et suivit le flot de gens d'un pas mesuré. Elle savait par expérience que les premiers instants de la découverte étaient souvent les plus révélateurs, et que ceux qui se précipitaient remarquaient rarement l'essentiel. À l'ombre des vieux ifs, près d'une pierre tombale inclinée et marbrée de lichen, gisait un homme. Il était vêtu honorablement, bien que sa veste fût froissée et une manche déchirée. Sa tête reposait maladroitement contre la pierre, et son immobilité était indéniable. Le chat noir, désormais silencieux, s'était glissé de nouveau sur la tombe, les yeux brillants, fixant la silhouette au sol. Des halètements et des murmures parcoururent les villageois rassemblés. « C'est Monsieur Pritchard !» s'exclama quelqu'un. « Le nouveau locataire des ormes. » Un autre murmura. « J'ai entendu dire qu'il n'était pas tout à fait respectable. » Un autre encore ajouta. « Saoul plutôt. » Le vicaire, pâle mais d'un air posé, se pencha, bien qu'il fût clair pour tous qu'aucune aide terrestre ne pourrait rien faire. « Il faut immédiatement faire venir l'inspecteur Graves, » dit-il fermement. Miss Marple se tenait un peu à l'écart, son regard perçant passant du visage immobile de l'homme à la terre remuée près de la tombe, puis aux expressions effrayées de ceux qui l'entouraient. Une légère brise agitait le lierre le long du mur de l'église, et elle songea calmement que cette mort n'avait rien d'ordinaire. C'était un meurtre. Elle le savait, même si elle ne pouvait pas encore dire pourquoi. Chapitre 2. Chuchotement dans la tente à thé. Le vicaire, le révérend Miles Channing, un homme doux et toujours enclin à s'excuser, eut la présence d'esprit d'envoyer le curé chercher la police et de demander à tous de retourner à la fête. « Il n'y a rien à faire ici.
dit-il d'une voix ferme, même si sa main s'attardait sur le bord de la pierre tombale inclinée comme pour le stabiliser. « Monsieur Wainwright, auriez-vous l'amabilité de monter la garde jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur? Et peut-être pourrions-nous, empêcher les enfants de s'aventurer dans le cimetière. » Rose Hill obéit comme toujours dans les moments de choc, avec agitation. La foule retourna vers le green où les banderoles paraissaient désormais ridicules et où le foxtrot joyeux du gramophone avait l'air offensant d'une gaieté intempestive. Quelqu'un le fit taire. On continuait à servir du thé et à offrir des parts de gâteau aux graines, mais le tintement de la porcelaine était étouffé, comme si l'air lui-même avait porté son doigt à ses lèvres. Miss Marple accepta une tasse des mains de Madame Templeton, qui, malgré ses chapeaux à la mode et ses manières vives, pâlissait légèrement et serrait la théière comme une ancre. « Qui l'eût cru ?» murmura Madame Templeton. « À notre fête de tous les jours. C'est exactement comme cette horrible affaire de Little Warley il y a quelques années. La postière, vous vous souvenez? Bien sûr, c'était un accident. Du moins, le coroner l'a dit. » Miss Marple émit un son apaisant. « Il s'appelait Monsieur Pritchard, je crois. »« Oh oui, la nouvelle locataire des Ormes, chez Madame Roper. L'idée de recevoir des hôtes payants si près de l'église ne m'a jamais séduite, » dit Madame Templeton à voix basse. « Ça invite à la vulgarité. Pourtant, Madame Roper n'est pas du tout ordinaire. Veuve, respectable. Son mari était à la banque de Marleycombe. On dit qu'elle a dû faire des économies. On ne peut guère la blâmer. Mais quand même, des locataires. » Miss Marple remuait délicatement son thé. « Depuis combien de temps M. Pritchard est-il au village? 1 mois? 6 semaines peut-être. Il était réservé, comme on dit. Pas hostile, juste renfermé. Il allait à la bibliothèque 2 fois par semaine, et j'ai remarqué qu'il préférait les mémoires qu'aux romans. Ça en dit long, non? » « C'est vrai, » approuva Miss Marple, et son regard, qui paraissait doux quand on ne le regardait pas attentivement, parcourut les visages. Alice Hartley se penchant vers Peter Conway, le regard effrayé et brillant qui ne dissimulait pas tout à fait son excitation. La vieille Madame Larkin qui vendait des cacheux tricotés et ne manquait jamais une occasion de dire ce qu'elle savait. Monsieur Arthur Wainwright, revenant le visage rouge à la tente à thé, avec un air suffisant qui dissimulait à peine son malaise. « On est aussi éloquent dans ce qu'on retire que dans ce qu'on donne, » pensa Miss Marple. Soudain, elle se souvint du hurlement soudain d'un chat et de la façon dont la manche déchirée s'était accrochée au poignet de M. Pritchard. Elle pouvait presque entendre, de mémoire, le léger frottement du tissu contre la pierre. « Mademoiselle Marple, » dit une voix plus grave, chargée d'autorité. « Puis-je vous dire un mot? » L'inspecteur Edmund Graves n'était pas un inconnu à Rose Hill. On le croisait lors d'enquêtes occasionnelles, ou lorsque l'affaire des braconniers de Marleycombe nécessitait une discussion sérieuse avec un jeune homme et son père. De taille moyenne, il avait un visage pensif qui pouvait vite se durcir, et il avait le tempérament patient d'un homme qui a entendu de nombreuses histoires et n'en croit que quelques-unes. Miss Marple l'appréciait, même si elle était d'avis que les inspecteurs étaient généralement trop impressionnés par certains types de preuves et pas assez par d'autres. « Bien sûr, inspecteur, » dit-elle en posant sa tasse. « C'est affreux, n'est-ce pas? Quel après-midi paisible. » Graves scruta brièvement les siens du regard, comme pour voir si cette douceur dissimulait de l'amusement. N'en voyant aucun, il inclina la tête. « Vous étiez proche du lieu de la découverte. » « Aussi près que quiconque. Je suis arrivé après que M. Wainwright a crié. Je n'ai rien touché. »« C'est plus qu'on ne peut en dire pour les autres, » remarqua Graves sèchement. « La curiosité villageoise ne reste pas les bras croisés. »« Non, » répondit Miss Marple d'un ton placide, « et c'est tant mieux. Les gens qui s'affairent expriment souvent leur caractère avec une clarté qui est des plus utiles. » L'inspecteur s'autorisa un bref sourire, puis reprit son sérieux. « Le médecin va arriver. À première vue, j'aurais dû dire que l'homme était tombé et s'était fracturé la tête. Mais la marche de Lychgate est assez éloignée de l'endroit où il gisait, et l'herbe entre les deux n'a plus l'aspect qu'elle avait après une chute. La manche est abîmée. On verra bien. »« Et le chat ? » demanda Miss Marple. « Le chat ?
C'était un animal noir, plutôt luisant. Il poussa un cri étrange, puis alla s'asseoir sur la tombe, à côté du pauvre homme. On attache toutes sortes de superstitions à ce genre de choses, mais j'ai souvent constaté que les animaux étaient honnêtes à leur manière. On se demande ce qui l'a alarmé. Graves fronça les sourcils. On se demande, dit-il. Je vais parler à Madame Roper aux Ormes. J'imagine que vous la connaissez. La plupart d'entre nous le savent. Elle est très douée pour la pâtisserie, dit Miss Marple d'un ton doux. Inspecteur, si vous me le permettez, savez-vous de quelle tombe il s'agissait? La pierre tombale était penchée, mais les lettres n'étaient pas complètement usées. Wainwright me dit qu'il appartient à la famille Chauncey. Il y a une inscription pour un certain Miles Chauncey, décédé en 1879, et pour une enfant, Mary Rose, décédée peu après. Ce sont de vieilles pierres, les deux. Cela vous dit quelque chose? Pas encore, dit Miss Marple, et elle sourit de cette manière vague et grand-mère qui faisait que même les hommes les plus astucieux la sous-estimaient d'un degré utile. Le médecin, à son arrivée, apporta avec lui l'odeur du phénol. Le docteur Sykes était un homme exigeant, soigneux à la fois de ses gants et de ses conclusions. Il s'entretint brièvement avec l'inspecteur. Il jeta un regard à Miss Marple, qu'elle lui rendit avec un intérêt bienveillant, puis les hommes descendirent au cimetière, accompagnés de M. Wainwright et du vicaire. Un espace respectueux se forma autour d'eux, rempli de gens faisant semblant de ne pas regarder. Les ragots coulent mieux quand on les maîtrise. Ils deviennent, comme le thé dans une théière bien rangée, plus forts encore. Madame Larkin fut la première à verser la parole. « Il paraît qu'il venait de Londres, » dit-elle à un petit groupe de dames. « Un commis ou quelque chose comme ça. L'une des malles du locataire portait une étiquette. Paddington. C'est bien Londres, n'est-ce pas? Et j'imagine qu'il avait des raisons de partir. » Madame Larkin, dit Miss Marple, qui avait un instinct infaillible pour repérer les endroits où bouillonnait de telles peaux. Ne croyez pas que les mâles soient un indicateur moral. Il est aussi facile d'être méchant à Paddington qu'à son contraire. « Quel est l'opposé de Paddington ?» demanda Alice Hartley, reconnaissante pour tout ce qui n'était pas l'image de la silhouette immobile sous les ifs. « Oh, ma chère, partout, il y a le contraire de quelqu'un, » dit Miss Marple d'un ton si fade qu'il fallut un instant pour que les rires s'installent et dissipent un peu la tension. « Dites-moi, Alice, vous vendiez des billets de tombola avec M. Conway. Auriez-vous vu M. Pritchard avant le tumulte ?» Alice commença aussitôt à protester qu'elle n'avait rien vu, qu'elle avait à peine regardé. Mais la jeunesse est honnête avant d'être prudente, et la vérité éclata petit à petit malgré elle. Je l'ai seulement remarqué franchir le portail du cimetière pendant que Madame Templeton comptait les pièces dans le pot de confiture. Il marchait comme s'il avait décidé quelque chose. J'ai pensé qu'il rencontrait peut-être quelqu'un dans le cimetière, un endroit bien ridicule pour se retrouver, non? Et puis le chat a pleuré. Et M. Pritchard a-t-il parlé à quelqu'un que vous avez remarqué? Plus tôt, peut-être? Alice rougit. Eh bien, M. Pritchard a acheté une bouteille de gin à la prunelle au stand général. Pour le panier, je veux dire. Il s'est inscrit. Il a demandé un stylo à M. Conway. Peter Conway parut surpris d'être inclus. Il avait l'air aimable, légèrement anxieux, des jeunes gens bien élevés et conscients de leurs devoirs envers les autres. « Oui, » dit-il. « Je le lui ai prêté. » Il avait un stylo-plume plutôt usé, mais il disait qu'il fuyait et qu'il ne voulait pas gâcher le coupon de tombola. J'ai remarqué que ses manchettes étaient bien lavées, mais fines. Les employés ont parfois cet air-là. Il était poli. « Est-ce qu'il t'a rendu ton stylo ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. « Oui, » répondit Peter légèrement surpris. « Pourquoi ?»« Il n'y a aucune raison, » dit Miss Marple, qui avait un jour résolu un petit problème à Saint. Mary Mead en se rappelant qui avait rendu une aiguille à tricoter et qui ne l'avait pas fait. C'est tellement mieux quand les gens le font. Un peu plus tard, l'inspecteur Graves revint avec le docteur Sykes. Le médecin affichait une expression sombre, sans aucune émotion dramatique. C'était la tristesse d'un homme investi d'un devoir. « L'homme est mort, » dit-il, et un murmure s'éleva qui aurait pu traduire un soulagement de l'entendre dire à voix haute. « Il a une blessure au crâne,
Elle pourrait provenir d'une chute contre la pierre, mais il y a des marques, légères mais présentes, sur le poignet et l'intérieur de l'avant-bras qui suggèrent une prise. Je n'en dirai pas plus sans un examen approfondi. « Merci, docteur, » dit l'inspecteur. « Nous allons recueillir les dépositions. Pour l'instant, continuez votre thé et essayez. » Sa bouche se tordit comme pour faire preuve de gentillesse, de ne pas trop broder. « Monsieur Pritchard a été vu entrant dans le cimetière vers 2 heures, » annonça inutilement Monsieur Wainwright. « J'ai moi-même remarqué. » « Vous pourrez me dire ce que vous avez remarqué en temps voulu, Monsieur Wainwright, » dit Graves. « Où est Madame Roper ?» Un léger remue-ménage, et Madame Roper apparut. Une femme d'âge mûr, soignée, vêtue d'une élégante robe noire et au visage autrefois joli et toujours aussi joli. Ses mains étaient parfaitement immobiles. « Inspecteur, » dit-elle d'une voix hésitante, « je n'arrive pas à croire. Monsieur Pritchard a payé son loyer de la semaine hier. Il a dit qu'il pourrait être absent tard ce soir, car il avait une lettre à écrire et souhaitait la poster à Marlécombe, où une collecte est prévue plus tard. C'est tout ce que je sais. Avait-il des visiteurs? Non. Il a reçu un colis la semaine dernière et il a semblé contrarié. Il l'a immédiatement rangé dans son placard. Il était ordonné. Il avait une façon assez triste de plier ses vêtements, comme s'il avait dû les garder propres alors que tout le reste était en désordre, dit Madame Roper, surprise par sa franchise. Il n'a jamais dit d'où il venait, pas correctement. De Londres, m'a-t-il dit, comme on dit. Avait-il des ennemis? Demanda quelqu'un, et il y eut un petit frémissement d'intérêt, presque coupable. Madame Roper secoua la tête. Les ennemis sont faits de savoir, pas d'ignorer. Il se tenait à l'écart. Je croyais qu'il avait connu le chagrin. On commence à le voir, avec la pratique. Le regard de Miss Marple, qui s'était posé avec une approbation compatissante sur Madame Roper, se posa alors sur une silhouette à l'orée du pré. Un jeune homme se tenait debout, les mains dans les poches, le regard noir fixé sur le sol. Son pantalon de flanelle était trop neuf et ses cheveux trop soigneusement brossés, comme s'il cherchait à faire plaisir à quelqu'un qui, pour le moment, ne l'était pas. Elle se souvenait de lui comme de Stanley Brock, le jardinier de Rose Hill House, où Sir Giles Avery vivait avec sa sœur au regard perçant. La mère de Stanley prenait du linge et avait été entendue la semaine même se plaindre que certaines chemises n'avaient pas été payées. « Inspecteur, » dit doucement Miss Marple, « Monsieur Brock a peut-être vu quelque chose. Il taillait les bordures du côté nord du pré ce matin. Le Lychgate est bien visible de là-haut si l'on lève les yeux au bon moment. » Graves suivit son regard. « Brock, » appela-t-il, non sans gentillesse. Un mot. Stanley arriva d'un air maussade. C'était le genre de garçon qui avançait en se déplaçant avec les épaules plutôt qu'en parlant. « Je n'ai rien vu, » dit-il aussitôt, ce qui, à Rose Hill, revient presque à dire qu'on a vu quelque chose, mais qu'on hésite à s'impliquer. Les tombes attendaient. Stanley traîna les pieds. « J'ai vu Pritchard entrer, » murmura-t-il finalement. Il avait un bout de papier à la main. Il regardait par-dessus son épaule, comme s'il ne voulait pas que quelqu'un le voie. J'ai cru qu'il allait déposer des fleurs. On le fait parfois, même quand ce ne sont pas les siens. J'ai trouvé ça doux. Quelqu'un l'a-t-il suivi? Stanley haussa les épaules, puis risqua un regard à Miss Marple et, trouvant cela bienveillant, se détendit un peu. J'ai vu M. Conway quelques minutes auparavant, se rendant au porche avec la clé du curé. Il a dit qu'il allait chercher des feuilles de cantiques supplémentaires conservées sous le porche. Il est sorti assez vite. C'est tout. Peter Conway rougit à nouveau. « Oui, » dit-il à l'inspecteur, soulagé de pouvoir dire la vérité. « Madame Templeton m'a envoyé les chercher. Nous étions à court de marchandises. Je n'ai pas vu M. Pritchard à ce moment-là. Avez-vous fermé la porte à clé en partant ?» demanda Miss Marple comme s'il s'agissait d'une petite question de ménagère. Peter fronça les sourcils. « Je suppose que oui. Je ne me souviens pas y avoir pensé, mais j'ai la clé. Monsieur Wainwright me l'a donnée. Oh !» Il fouilla ses poches et en sortit la grosse clé en fer accrochée à son cordon.
Tiens. Merci, dit Graves. Il prit la clé d'un air pensif, jetant un coup d'œil vers l'église. Nous allons y jeter un coup d'œil, monsieur Conway, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien sûr. Tout aurait pu s'arrêter là, avec l'inspecteur prenant les dépositions et les villageois, libérés, rentrant chez eux, assis devant leur radio, à crier « affreux » sur plusieurs tons. Mais Rose Hill est un endroit où les fils se croisent à des angles étranges. Un petit incident, un mot insignifiant, ces choses s'assemblent, inaperçues, jusqu'à former une corde. L'incident en question se produisit à la fin de la fête, alors qu'on débarrassait les paniers et qu'on abaissait les banderoles, et que le pauvre vicaire s'excusait auprès du ciel pour le manque de vigilance qui avait provoqué le carnage dans son cimetière. Miss Marple, remettant ses gants, vit Madame Templeton passer devant Alice Hartley et murmurer à demi-voix, avec toute l'intensité de la malice. « Vous voyez où mène la bêtise, ma chère. Ceux qui ne connaissent pas leur place ne peuvent pas se plaindre quand le monde le leur rappelle. » Les joues d'Alice s'enflammèrent. Peter, à ses côtés, se raidit. Miss Marple pensa deux choses à la fois. Que la marmelade de Madame Templeton arrivait toujours deuxième au concours parce qu'elle la faisait bouillir un peu trop longtemps et qu'elle prenait, et que Madame Templeton, qui avait récemment reçu un gentleman londonien, un certain Julian Drake, très élégant, avec des chaussures qui évoquaient une boutique de Bond Street, n'appréciait guère Alice, qui avait cette beauté qui fleurit dans les vitrines et attire le regard. « Il est fatalement facile pour certains, songea Miss Marple, de supposer qu'un décès doit être lié aux personnes qu'on déteste. Mais le véritable lien est souvent invisible et peut appartenir à un passé qui n'est plus présent dans la mémoire locale. » L'inspecteur Graves revint de l'église avec un regard étrange. « Vicaire, dit-il doucement, auriez-vous égaré quelque chose de valeur ?» Le révérend Channing cligna des yeux. « Non, non, je ne crois pas. L'argenterie est enfermée dans la sacristie, les recueils de cantiques. La boîte à quête dans le porche, dit Graves. La serrure semble avoir été forcée récemment. Pas aujourd'hui, plutôt dans la semaine. Et il y a des éraflures, fines, une sorte de poussière noire près de la charnière. De la poussière de charbon ? Suggéra M. Wainwright, désireux d'être utile. Plutôt un enclos, dit Graves. On verra bien. Il y a aussi un mégot de cigarettes bon marché par terre, près de la boîte. La plupart de vos villageois fument la pipe, je suppose ? Ceux qui fument, dit Miss Marple en joignant les mains. Les cigarettes sont préférées par ceux qui souhaitent paraître modernes, ou par ceux qui sont habitués à des endroits où la pipe est gênante. Le regard de Graves croisa le sien. Londres, par exemple. Ou la porte des domestiques à Rose Hill House, dit doucement Miss Marple. Le chauffeur de Sir Giles les fume, ainsi que le jardinier auxiliaire quand il le peut. Ce sont des cigarettes de très mauvaise qualité, inspecteur, le genre qu'on achète pour la marque et non pour le tabac. Graves émit un léger soupir de satisfaction. Nous parlerons à Sir Giles. Sir Giles sera ravi, dit Madame Templeton avec ce rire pétillant qui suggère une certaine satisfaction face aux désagréments des autres. Il ne supporte pas les irrégularités. En fin d'après-midi, la fête s'était dissipée en une série de petits cortèges. Le médecin avec sa sacoche, l'agent de police avec un carnet, Madame Roper soutenue par la femme du vicaire, et enfin deux hommes avec une civière, transportant M. Pritchard à la morgue de Marlécombe. Le chat noir avait disparu, comme le font les chats lorsqu'ils ont joué leur rôle et préfèrent laisser les humains à leur vacarme. Miss Marple ne rentra pas immédiatement chez elle. Elle fit plutôt un petit détour par le cimetière, où les ombres s'étendaient longtemps et fraîches, et où les vieilles pierres se tenaient du conseil. Elle s'arrêta devant les tombes des Chauncey. La pierre tombale de Miles Chauncey était l'aînée, une douce courbe d'ardoise, dont les lettres avaient été adoucies par la pluie. Mais la pierre tombale de l'enfant, Mary Rose, portait encore vaguement visible un petit agneau sculpté. Miss Marple traça l'air près de la pierre, sans la toucher tout à fait. Elle vit une légère marque sur le sol près de la base de la pierre tombale de l'adulte, comme si quelqu'un y avait déposé un petit objet lourd, puis l'avait retiré. Pas un pas,
La position était incorrecte. Une boîte de conserve peut-être? Ou une boîte? Sur le sommet incliné de la pierre, logé là où des lettres lichénisées formaient une légère bordure, reposait un minuscule objet que le vent n'avait pas encore emporté. Miss Marple, qui regardait souvent là où les domestiques ne regardaient pas, se pencha avec une précaution délibérée. C'était un morceau de papier pas plus grand que son ongle, trop petit pour être lisible, mais d'une certaine qualité. Il y avait une légère grisaille, comme s'il avait été frotté au crayon. Des listes, pensa-t-elle, ou des estampages. On fait parfois des estampages d'inscriptions. C'est un passe-temps inoffensif, sauf quand il ne l'est pas. Mademoiselle Marple? L'inspecteur Graves était derrière elle, silencieux sur l'herbe. Pardonnez-moi, je croyais que vous étiez parti. Dans 1 minute, dit Miss Marple en se redressant. Savez-vous, inspecteur, que M. Pritchard n'était pas simplement au cimetière pour une réunion. Il s'était intéressé aux pierres de Chauncey. Vous voyez, le lichen est légèrement perturbé. Graves s'accroupit, regarda et hocha la tête. Tu as l'œil. J'ai une longue expérience, dit-elle. Elle hésita puis ajouta. Il y a peut-être autre chose. M. Pritchard a acheté une place pour la tombola. Il a emprunté la plume de M. Conway pour écrire son nom. C'est curieux, mais les hommes en difficulté s'accordent souvent le petit luxe d'une chance. Cela soulage la conscience tout en préservant ses projets. Des projets? Oh, simplement que si l'on envisage de faire quelque chose d'assez désagréable prochainement, on aimerait croire que la chance nous apportera ensuite un réconfort. Un panier est un bon réconfort. Graves lui lança un regard pensif. Vous ne pensez donc pas qu'il s'agissait d'une dispute au sujet des fonds de l'Église? C'est possible, dit doucement Miss Marple, mais l'argent explique bien des choses trop facilement, inspecteur. Les gens aiment s'en servir comme d'une cuvette pour se laver les mains. La nature humaine est une cuvette bien plus irrégulière, et M. Pritchard. Elle s'arrêta car des pas approchaient, des pas rapides, offensés. C'était la sœur de Sir Giles Avery, Miss Béatrice Avery. Grande, mince, avec le visage impassible d'une cavalière et une bouche qui ne pardonne pas facilement. « Inspecteur, dit-elle sèchement, mon frère reçoit des invités et est plutôt peiné d'apprendre que son jardinier est interrogé comme s'il était un criminel. Je vous prie de limiter vos investigations. » Mademoiselle Avery, dit Graves d'un ton aimable, mes investigations n'ont d'autre limite que la loi. Votre jardinier était en mesure de m'observer, c'est tout. C'est un garçon stupide, prêt à tout pour attirer l'attention, dit mademoiselle Avery, ce qui, remarqua mademoiselle Marple, n'était pas la manière de parler, de quelqu'un qu'on apprécie. Quant à M. Pritchard, nous ne le connaissions pas. Nous ne... Elle marqua une pause, son regard s'attardant sur la pierre, le petit agneau sculpté, puis reprit. Nous ne nous intéressons pas à l'histoire des étrangers. Néanmoins, dit Miss Marple avec son sourire le plus doux, les histoires des étrangers ont tendance à nous concerner. Mademoiselle Avery lui jeta un regard froid, tourna les talons et s'en alla. Une dame formidable, observa Graves. Oui, dit Miss Marple, les gens formidables pensent souvent que le déplaisir est un désinfectant. Elle respira la fraîcheur verte. Vous voudrez peut-être reparler à Madame Roper, je crois. Les veuves qui louent des chambres tiennent parfois de petits livres de contes, au centime près. Et peut-être, à votre place, demanderai-je à la bibliothèque de près quel titre M. Pritchard a emprunté. Les hommes se cherchent souvent dans les pages des autres. Graves ferma son carnet. Et vous, Miss Marple? Que ferez-vous? Oh, rien, inspecteur, dit Miss Marple. Je vais rentrer faire bouillir une pomme de terre. L'eau froide est excellente pour garder les mains douces, vous savez. Après, je tricoterai peut-être. Ça apaise l'esprit. Elle marqua une pause. Et peut-être, si je ne suis pas trop fatigué, je donnerai un peu de lait à un chat noir qui dort, la plupart du temps, sur la 3e tombe à partir de l'if. C'est toujours bien d'avoir des amis dans un cimetière. Tandis qu'elle s'éloignait, la soirée s'abattit avec cette sérénité tranquille des soirées anglaises, les haies devenant d'un noir d'encre, et les dernières rosaces en papier,
de la fête retombant sur leurs guirlandes. Dans plusieurs maisons, des lampes étaient allumées. Dans l'une d'elles, The Elms, une veuve était assise très droite à sa table de salon, les yeux fixés sur un placard qu'elle n'avait pas ouvert depuis la semaine précédente. Dans une autre, Rose Hill House, une sœur écrivit un mot d'une écriture impeccable, demandant que le salaire du jardinier soit retenu pour insolence. Dans une troisième, au-dessus de la boutique du drapier, une jeune fille s'appuya sur le rebord de sa fenêtre et contempla la tranche de toit de l'église se détachant sur le ciel. Elle sentit, une fois de plus, que beauté et danger étaient cousins. Et dans le salon soigné de Miss Marple, où un bol de roses tardives embaumait l'air d'un léger parfum de la dernière confiance de l'été, un sac à tricot était ouvert, et un petit carnet était posé à côté, sans intérêt, sauf pour ceux qui savent que les vieilles dames font les meilleurs livres de contes. Miss Marple prit son crayon et écrivit, de son écriture claire. Le chat a pleuré avant d'être découvert, alarmé par le bruit ou l'odeur. Manche déchirée, marque de préhension, pas une chute naturelle. Tombe, chancet, frottement, boudeux, papier avec transfert au crayon. Boîte de collecte forcée plus tôt dans la semaine, mégot de cigarettes bon marché. Monsieur Pritchard a emprunté une plume. Il est entré dans le porche avant de mourir. La tombola comme confort. Madame Templeton n'est pas gentille avec Alice. Monsieur Drake est récemment venu au village. Stanley Brock a vu du papier dans la main de Pritchard. Monsieur Conway avait la clé. Madame Roper, colis la semaine dernière, plaçard fermé à clé, chagrin reconnu. Elle marqua une pause, tapota le crayon contre la marge et ajouta une ligne supplémentaire. Les gens qui prétendent ne pas connaître un inconnu savent souvent beaucoup de choses. Puis elle ferma le carnet, baissa la lampe pour qu'elle soit bien éclairée, et sourit intérieurement. Un petit sourire intime qui appartenait à une femme qui avait vu une fois une servante mettre le sucre avant le thé, et lui avait ainsi tout dit sur sa maîtresse. Dehors, quelque part entre l'aubépine et les pierres penchées, un chat noir se déplaçait telle une ombre le long du sentier, et se posa avec une parfaite aisance sur une tombe. Il replia ses pattes dessous et ferma les yeux, comme si la terre elle-même respirait doucement sous lui, insensible aux vivants et aux honnêtes dormeurs. Chapitre 3. Le placard de Madame Roper. Le lendemain de la fête, le matin se leva avec une clarté trompeuse. Le soleil brillait sur les chaumières de Rose Hill comme du miel sur du pain, et l'air avait cette légère fraîcheur qui suggérait que l'été avait laissé place à l'automne. Pourtant, sous ce calme apparent, le village bourdonnait comme une ruche agitée. Chaque conversation à domicile, chaque course chez l'épicier, chaque pause prolongée à la poste portait sur le même thème, la mort de M. Pritchard. Dans la petite maison à pignon appelée « Les Ormes », Madame Roper était assise, son café intact, son salon soigné, avec ses rideaux de dentelle et son buffet en noyer poli, portait toutes les marques d'une femme déterminée à maintenir l'ordre dans sa vie, même lorsque celle-ci refusait de s'y plier. Elle avait reçu ce matin-là un mot la sollicitant au presbytère pour un entretien avec l'inspecteur Graves. Le mot était écrit avec politesse, mais portait la fermeté indéniable de l'autorité. Lorsque Madame Roper arriva, Mademoiselle Marple était déjà assise à son tricot. Pour tout autre, on aurait pu croire que la vieille dame était venue passer le temps avec la femme du pasteur, mais l'inspecteur n'avait pas protesté contre sa présence. Il avait en fait déjà appris que les observations discrètes de Jane Marple étaient rarement vaines. « Veuillez vous asseoir, Madame Roper, » dit Graves en désignant une chaise. « J'aimerais vous poser des questions sur votre locataire. » Madame Roper croisa les mains sur ses genoux. « Bien sûr, inspecteur, même si je le connaissais à peine. C'était un homme discret. Il payait son loyer ponctuellement. Vous avez mentionné hier un colis qu'il a reçu la semaine dernière. » « Oui. » Elle fronça légèrement les sourcils. « C'est arrivé par la poste. » Il semblait agacé, voire contrarié.
J'ai pensé que c'était peut-être une facture ou un rappel. Il l'a rangé directement dans son placard. Il ne l'a pas ouvert en ma présence. Me permettriez-vous de voir ce placard? La demande sembla la surprendre, mais au bout d'un moment, elle hocha la tête. Si ça peut t'aider. Tous trois, Grave, Miss Marple et Madame Roper, traversèrent ensemble les ruelles soignées jusqu'à The Elms. La maison, bien que modeste, dégageait une certaine dignité. Du lierre grimpant aux pignons, des géraniums en pot sur le rebord, un heurtoir en laiton poli. À l'intérieur, le couloir embaumait une légère odeur de lavande et de cire à meubles. Madame Roper les conduisit à l'étage, dans une petite pièce de devant, visiblement aménagée pour des locataires. L'armoire était adossée au mur, sa porte fermée par une simple serrure. Madame Roper tendit à Graves une clé de sa chaîne. À l'intérieur se trouvaient les affaires de M. Pritchard, pliées avec une précision quasi militaire, des chemises empilées en piles précises, des cols amidonnés bien qu'effilochés, et 2 cravates soigneusement roulées. Une petite valise se trouvait dans un coin. C'est le colis qui attira l'attention de Graves. Du papier kraft, encore scellé avec de la ficelle, mais éraflé au coin, comme s'il avait été manipulé brutalement. Graves le posa sur le lit et coupa la ficelle. À l'intérieur se trouvait un livre, un vieux volume relié en cuir contenant les registres paroissiaux. Madame Roper laissa échapper un petit cri. « Mais ça devrait être dans la sacristie de l'église. » Graves tourna la première page, où une écriture à l'encre décolorée enregistrait les baptêmes, les mariages et les enterrements de la paroisse de Rose Hill pour les années 1865 à 1885. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement en arrière-plan. « Curieux, » murmura-t-elle. « Très curieux, en effet. » Graves la regarda. « Pourquoi un locataire devrait-il recevoir un registre paroissial par la poste? »« Peut-être, » dit Miss Marple d'un ton doux, « parce qu'il l'a demandé. Ou peut-être parce que quelqu'un le lui a souhaité. Les 2 possibilités sont intéressantes, vous ne trouvez pas? » Graves referma soigneusement le livre. « Monsieur Pritchard a-t-il jamais parlé de sa famille, Madame Roper? »« Non. Juste qu'il avait vécu à Londres pendant de nombreuses années. Il semblait seul. Pas le genre d'homme à recevoir des lettres d'amis. » Miss Marple tendit une main délicate pour toucher le bord du disque. « Des noms, inspecteur. La vie des gens se résume à des noms sur le papier. Pourtant, les noms ont un pouvoir. On peut les revendiquer ou les nier. Et parfois, ajouta-t-elle, son regard posé doucement sur le visage anxieux de Madame Roper, on se donne beaucoup de mal pour garder certains noms secrets. » Lorsqu'ils quittèrent les ormes, l'inspecteur portait le registre paroissial sous le bras. Dehors, la ruelle grouillait de commères faisant semblant d'étendre du linge ou de balayer les escaliers. Mademoiselle Marple s'arrêta pour échanger un mot avec Madame Larkin, occupée à frotter son seuil avec une vigueur inutile. « C'est un avertissement, » déclara Madame Larkin. « Ce chat assis comme ça sur la tombe. Ma mère disait toujours que les chats en savaient plus que les chrétiens. Et croyez-moi, Miss Marple, ce n'est pas fini. » Miss Marple sourit doucement. « Les chats remarquent ce que les gens ne remarquent pas, Madame Larkin. Mais je pense que l'inspecteur trouvera peut-être les registres paroissiaux encore plus instructifs. » Cet après-midi-là, Miss Marple reçut une visiteuse dans son cottage blanc et impeccable. C'était Alice Hartley, pâle et agitée, qui tordait son mouchoir. « Oh, Miss Marple !» s'exclama-t-elle. « Je ne supporte pas la façon dont les gens parlent. On dit que M. Pritchard en voulait à l'argent de l'Église, que c'était un voleur. Mais je n'y crois pas. Il avait l'air si triste, comme s'il avait perdu quelque chose de précieux. Je ne pense pas qu'un tel homme puisse voler. » Miss Marple tapota la main de la jeune fille. « Vous êtes gentille, ma chère. Mais n'oubliez jamais, le chagrin n'empêche pas le péché. Parfois, il l'encourage. Pourtant, votre instinct mérite d'être écouté. Dites-moi, avez-vous remarqué quelqu'un qui suivait M. Pritchard hier ?» Alice hésita, puis secoua la tête. « Non. Seulement je crois qu'il n'a pas été surpris quand le chat a crié.
Il a tourné la tête, comme s'il attendait quelque chose. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent, mais son expression demeura sereine. « C'est très utile, ma chère, vraiment très utile. » Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les haies, l'inspecteur Graves, assis dans son bureau de Marleycombe, feuilletait les registres paroissiaux. Il fronça les sourcils en voyant les noms de la famille Chauncey, leur vie inscrite dans une écriture victorienne soignée. Miles Chauncey, Mary Rose Chauncey, et à côté du nom de l'enfant, une légère note au crayon d'une autre main, beaucoup plus récente. Voir Pritchard. À la même heure, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, tricotant tranquillement. Ses pensées, comme souvent, parcouraient la nature humaine. Comment le chagrin pousse les gens à se cacher, comment l'orgueil engendre le mensonge, comment le passé s'empare des vivants. Elle regarda le cimetière s'assombrir au-delà des champs et murmura à voix haute « La tombe d'un enfant, un registre paroissial et un inconnu aux tenues trop soignées. Oui, il y a quelque chose ici qui refuse de rester enterré. » Chapitre 4. Les ombres des Chauncey. Le lendemain matin, l'atmosphère était tamisée, comme si les corbeaux eux-mêmes, dans les haies, avaient cessé leur cri rauque. La nouvelle s'était rapidement répandue que l'inspecteur Graves avait dérobé un livre aux ormes, et bien que la plupart des villageois ne sachent pas précisément de quel livre il s'agissait, ce simple fait conférait une saveur mystérieuse. Rose Hill était un endroit où des objets ordinaires, registres paroissiaux, clés, pots de confiture, pouvaient soudain devenir le centre d'une tempête. À l'épicerie, Madame Larkin racontait sa propre version des événements. « C'était un livre », déclara-t-elle à son petit auditoire de 2 personnes. « Venu de l'église elle-même, sorti clandestinement, sans doute. Et si cela ne vous dit pas que M. Pritchard manigançait quelque chose, je ne sais pas ce qui le fera. Le toit de l'église aurait pu être laissé à l'abandon s'il avait été laissé à quelqu'un comme lui. » Miss Marple, qui s'était arrêtée pour acheter sa modeste livre de sucre, ne protesta pas. Elle demanda plutôt, avec une apparente distraction, si Madame Larkin se souvenait de la famille Chauncey. « Les Chauncey » renifla Madame Larkin. « C'est un vieux nom, Miss Marple. Il a disparu depuis des années. Une triste histoire, disait ma grand-mère. Le dernier d'entre eux, le vieux Monsieur Miles, s'est saoulé jusqu'à en mourir, et la petite fille est morte de fièvre peu après. Tragique. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit aujourd'hui ?» Miss Marple accepta son colis avec un sourire tendre. « Oh, rien du tout, Madame Larkin. Mais les familles ont le don de s'attarder au même endroit, n'est-ce pas? Même quand on les croit partis. » Pendant ce temps, l'inspecteur Graves était assis à son bureau au commissariat de Marleycombe, le registre paroissial ouvert devant lui. Son crayon reposait à côté de la note légèrement crayonnée, « Voir Pritchard ». Cela le troublait. Qui l'avait écrit? Et pourquoi? Lorsque le gendarme entra avec une liasse de déclarations de fêtards, Graves n'écouta qu'à moitié. Les récits des villageois étaient aussi prévisibles que contradictoires. Madame Templeton affirmait que M. Pritchard flânait de façon suspecte. M. Wainwright affirmait avoir vu l'homme se diriger d'un pas décidé vers le porche. Le jeune Stanley Brock jura avoir remarqué Pritchard jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, comme un homme qui a mauvaise conscience. Graves se frotta les tempes. De telles déclarations, il le savait, en disaient plus sur les villageois que sur le défunt. Cet après-midi-là, Miss Marple fit sa promenade habituelle dans les ruelles. Elle s'arrêta près du cimetière où les pierres de Chauncey s'appuyaient, à moitié englouties par le lierre. S'agenouillant avec une aisance surprenante pour son âge, elle repoussa une vigne rampante. L'agneau sculpté sur la pierre de Marie-Rose apparaissait avec une innocence quelque peu glaçante, comme s'il marquait non seulement la tombe d'un enfant, mais celle d'un être inachevé. Elle se souvint d'une phrase de Madame Roper. Pritchard pliait ses vêtements comme s'il avait vécu dans le désordre. Oui, pensa Miss Marple, on range souvent extérieurement ce qui est intérieurement désordonné. Elle avait déjà vu cela chez une gouvernante qui rangeait les jouets de ses élèves dans des rangées militaires, pendant que son propre frère dilapidait la fortune familiale au jeu.
Debout, Miss Marple remarqua un mince morceau de papier coincé dans l'herbe près de la pierre. Elle se pencha et le ramassa. Un seul coin était déchiré, mais suffisamment pour distinguer des lignes droites, comme celles d'un registre. Elle le glissa dans son réticule sans commentaire. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Graves lui rendit visite à son chalet. Il était pensif, comme si un poids pesait sur lui. « Mademoiselle Marple, » dit-il en acceptant la tasse de thé qu'elle semblait toujours avoir prête, « j'ai découvert quelque chose d'étrange. Il manque une page au registre paroissial. Il a été découpé proprement, au couteau. Les inscriptions datent de 1879, la même année que le décès de Miles Chauncey. » Miss Marple parut légèrement surprise, même si en réalité elle avait déjà cette idée en tête. « Et vous pensez que M. Pritchard en voulait à cette page ? » « Je ne sais pas, mais il semble qu'il avait raison. On ne sort pas clandestinement les registres paroissiaux pour s'amuser. » Miss Marple sirota son thé. Il se pourrait que la page ait disparu avant qu'il ne reçoive le livre, ou que quelqu'un ait voulu le lui faire croire. Voyez-vous, inspecteur, une chose manquante peut parler aussi fort qu'une chose présente. Parfois, plus fort. Graves se pencha en avant. « Tu as une idée, n'est-ce pas ?» Miss Marple esquissa un petit sourire secret. Seulement que le passé meurt rarement aussi bien qu'on l'espère, et que les tombes... Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où le cimetière s'étendait dans l'ombre. Ont une façon de contenir des vérités que les vivants préféreraient oublier. Ce soir-là, Rose Hill rassembla ses ragots à l'auberge. Monsieur Drake, le gentleman londonien aperçu récemment en compagnie de Madame Templeton, était là, sirotant sa bière d'un air satisfait. Il dit au propriétaire, d'une voix qui semblait portée, qui ne serait pas surpris que ce Pritchard ait fait chanter quelqu'un. Le mot chantagile a glissé à travers la pièce comme une pièce tombée. Il était resté gravé, comme le font souvent ces mots, s'immisçant dans chaque conversation, consolidant chaque théorie. Et dans son salon, Miss Marple a ajouté une nouvelle ligne à son carnet privé. Page manquante, 1879. Pourquoi ? Mort de Miles Chauncey. Chantage suggéré. Mais à qui profite-t-il ? Elle posa son crayon, joignit les mains et pensa à un chat noir qui avait pleuré avant la découverte du corps. Les animaux, songea-t-elle, ne se laissaient pas aller à la spéculation. Ils voyaient et réagissaient. Les humains, les pauvres, brodaient sans fin. Oui, la vérité était là, à Rose Hill. La question était, qui voulait qu'elle reste enterrée ? Chapitre 5. Conversation et contradiction. Les cloches de l'église de Rose Hill sonnèrent 11 heures avec une douce note qui flottait dans la verdure. À cette heure-là, tout le village était sûr de deux choses. M. Pritchard n'était pas mort accidentellement, et l'inspecteur Graves avait l'intention de mener une enquête qui irait jusque dans des recoins longtemps restés intacts. Certitude, cependant, n'était pas synonyme de vérité, et à Rose Hill, chaque certitude faisait germer des rumeurs comme des mauvaises herbes dans un jardin. À la poste, Madame Hartley confia à une voisine avoir vu un inconnu demander son chemin une semaine auparavant. Chez le drapier, Madame Templeton déclara avec un triomphe discret qu'elle s'était toujours méfiée des locataires. À l'auberge, Stanley Brock laissa entendre d'un ton sombre que Pritchard n'était pas le genre d'homme qu'on aimerait voir près de son argent. Chaque remarque, entendue et répétée, devenait plus acerbe à mesure que le récit se répétait. Pendant ce temps, Miss Marple rendit visite à Madame Roper. Elle trouva la veuve pâle mais sereine, occupée à astiquer le laiton déjà impeccable de l'horloge de son salon. Miss Marple savait qu'une propreté aussi excessive était souvent un refuge contre le désordre intérieur. « Ma chère, dit-elle doucement, j'espère que cela ne vous dérange pas que je vous dérange à nouveau. Mais je me demandais, M. Pritchard avait-il déjà parlé des Chauncey ? » Madame Roper parut surprise. « Les Chauncey ? Non, non, du moins pas pour moi. » Elle hésita. « Pourtant, je me souviens qu'un jour, il m'a demandé si beaucoup des anciennes familles vivaient encore ici. J'ai dit que la plupart étaient partis, sauf les Avery,
là-haut à Rose Hill House. Il parut pensif et dit « Le passé ne meurt jamais, il change seulement demain. » Sur le moment, cette remarque m'a semblé étrange. Miss Marple hocha gravement la tête. Vraiment étrange. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Graves convoqua le jeune Peter Conway au presbytère pour l'interroger. Peter arrive promptement, chapeau à la main, l'air troublé. « Monsieur Conway, » commença Graves, « vous m'avez dit que vous étiez allé chercher des feuilles de cantique sur le porche de l'église l'après-midi de la fête. »« Oui, inspecteur. C'est Madame Templeton qui m'envoie. Nous étions à court. »« Tu as déverrouillé la porte avec la clé, et après tu l'as rendue. »« Bien sûr. À Monsieur Wainwright. » Graves le regarda fixement. « Et vous êtes bien sûr de n'avoir vu personne sous le porche ou dans le cimetière ?» Peter hésita. « Je n'ai vu personne. »« Non. » Son regard se porta brièvement sur Miss Marple, assise à tricoter tranquillement dans un coin. « Mais, eh bien, en quittant le porche, j'ai cru entendre quelque chose. Un murmure, comme deux personnes qui se parlaient. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Les voix persistent parfois, » dit-elle, « surtout près de la pierre. Il ne faut cependant pas croire que ce sont des échos. Avez-vous reconnu ces voix ?» Peter secoua la tête. C'était trop faible. L'un d'eux aurait pu être M. Pritchard, mais l'autre plus grave, plus brutal. Je ne saurais le dire. Graves prit note. « Merci, Monsieur Conway. Cela pourrait s'avérer important. » Entre-temps, les rumeurs avaient pris une autre tournure. Une rumeur circulait selon laquelle M. Pritchard aurait été vu à plusieurs reprises en conversation avec la sœur de Sir Giles Avery, Mademoiselle Béatrice. Certains disaient que c'était près de l'église, d'autres devant la bibliothèque de près. Les détails exacts changeaient à chaque fois, mais le nom de Béatrice Avery restait le même. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves remonta l'allée de gravier jusqu'à Rose Hill House. Par un heureux hasard, Mademoiselle Marple avait été invitée par la gouvernante à prendre le thé avec le cercle de couture féminin qui se réunissait chaque semaine dans le salon Avery. C'est ainsi qu'elle était également présente lorsque Mademoiselle Béatrice Avery reçut l'inspecteur avec une dignité sereine. « Mon frère est indisposé, » dit Mademoiselle Avery, sa grande silhouette droite, le ton sévère. « J'espère que vos affaires ne le dérangeront pas. »« Cela concerne M. Pritchard, » répondit Graves. « Il paraît que vous lui avez parlé peu avant sa mort. » Les lèvres de Mademoiselle Avery se pincèrent. Un bavardage futile. Je l'ai peut-être croisé une ou deux fois au village. Il m'a semblé être quelqu'un d'insignifiant. Je n'ai certainement pas eu de conversation importante avec lui. Miss Marple, ses aiguilles remuant avec une paresse trompeuse, dit d'une voix douce. « Pardonnez-moi, Miss Avery, mais il me semble vous avoir vues toutes les deux un jour près du portail du cimetière. Je m'en souviens parce que vous portiez ce beau manteau bleu qui ressortait très joliment sur la pierre. » Les yeux de Béatrice Avery vacillèrent, l'espace d'une seconde, puis elle sourit froidement. « Vous êtes observatrice, Miss Marple. »« Oui, je m'en souviens maintenant. Il m'a demandé le chemin de Marleycombe, c'est tout. » L'inspecteur Graves n'a fait aucun commentaire, mais Miss Marple a remarqué que son crayon se déplaçait sur la page. En rentrant chez elle ce soir-là, Miss Marple repensa aux conversations de la journée. Elle s'arrêta pour noter dans son petit carnet. « Pritchard a parlé du passé, changeant de main. J'ai entendu des voix dans le porche. Pritchard plus inconnu. Page manquante. 1879. Chauncey. Rumeur. Pritchard a parlé à Mademoiselle Avery. Elle a nié trop fermement. Elle tapota son crayon et ajouta une dernière ligne. L'orgueil dissimule aussi sûrement que la culpabilité, mais lequel possède Miss Avery. Au crépuscule, le chat noir réapparut dans le cimetière. Il s'enroula autour de la pierre tombale de Chauncey, puis resta assis, la queue enroulée autour de ses pattes, les yeux brillants dans la pénombre. Pour ceux qui l'observaient depuis leur fenêtre, il ressemblait à une sentinelle sinistre. Pour Miss Marple, qui passait discrètement en revenant de l'épicerie, ce n'était qu'un rappel supplémentaire. Les créatures, contrairement aux humains, ne mentent jamais sur l'endroit où elles choisissent de se reposer.
Chapitre 6. Le deuxième choc. 2 jours après la fête, Rose Hill se réveilla sous la pluie. Non pas la légère bruine que les villageois supportaient avec bonne humeur, mais une pluie régulière et diluvienne qui aplatissait les dahlias, bouait les chemins et faisait scintiller les toits de chaume. Elle semblait refermer le village sur lui-même, comme si le monde extérieur aux haies s'était retiré, ne laissant derrière lui que Rose Hill et ses secrets. En milieu de matinée, l'inspecteur Graves arriva de nouveau aux ormes. Madame Roper avait fait savoir qu'elle avait découvert quelque chose dans la chambre de M. Pritchard. Mademoiselle Marple, convoquée à la suggestion discrète de Graves, l'accompagna. Madame Roper les accueillit dans son salon, pâle et tremblante. « Je suis allée aérer la chambre du locataire, » expliqua-t-elle, « et j'ai remarqué que la doublure de sa valise avait été endommagée. Il y avait une fente, soigneusement recousue. Je l'ai décousue, et voici ce qu'il y avait à l'intérieur. » D'un mouchoir plié, elle sortit un paquet de lettres. Grave les prit avec précaution. Les enveloppes étaient adressées à M. Henry Pritchard, The Elms, Rose Hill, d'une écriture ferme et masculine. Aucun ne portait d'adresse de retour. L'inspecteur ouvrit la lettre du haut. Elle contenait une seule ligne. « La vérité appartient à l'enfant. » Il échangea un regard avec Miss Marple. « L'enfant, Mary Rose Chauncey ?» Miss Marple inclina la tête. Il semblerait que oui. Madame Roper se tordit les mains. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi envoyer de telles choses ?» Graves rangea les lettres. « C'est ce que je compte bien découvrir. »« Merci, Madame Roper, vous avez bien agi. » La pluie du jour s'intensifia et dans l'après-midi, le village semblait décoloré. Pourtant, les ragots, comme la moisissure, prospéraient dans l'humidité. À la poste, Madame Larkin chuchota que la police avait trouvé des lettres d'amour dans la chambre de Pritchard. Chez le drapier, Madame Templeton laissa entendre d'un ton sombre que Madame Roper les avait cachées elle-même pour détourner les soupçons. Le soir, Rose Hill bourdonnait si fort que même la femme du vicaire a remarqué que c'était comme se tenir sous une ruche. Et puis vint le deuxième choc. Ce fut Stanley Brock, le jardinier d'Evry, qui le découvrit. Envoyé chercher du petit bois dans le vieux hangar derrière Rose Hill House, il trouva la porte entr'ouverte. À l'intérieur, sur le sol poussiéreux, gisait M. Julian Drake, le visiteur londonien aperçu récemment en compagnie de Madame Templeton. Son visage était ensanglanté, son manteau déchiré, et il était manifestement mort. Lorsque l'alarme se répandit, l'inspecteur Graves se précipita sur les lieux. Miss Marple, qui raccommodait discrètement des bas dans sa chaumière, arriva peu après, convoquée, mais personne n'avoua vraiment qui l'avait fait venir. Drake gisait étendu sous les poutres brutes, la tête inclinée de façon anormale. Près de sa main tendue se trouvait un étui à cigarette en argent poli. Une cigarette restait à l'intérieur, à moitié écrasée. Graves se pencha pour examiner le corps. « Aucun signe de vol, » murmura-t-il, « mais son crâne a été touché. » Miss Marple se tenait juste dans l'embrasure de la porte, son parapluie soigneusement plié à ses côtés. Ses yeux, brillants comme des perles, ne manquaient de rien. Les traces de frottement sur le sol poussiéreux, la façon dont les chaussures de Drake étaient éraflées comme si on l'avait tiré, la faible odeur de tabac bon marché qui persistait sous l'odeur du bois humide. « 2 morts en 3 jours, » dit Graves d'un ton sombre. « Ce n'est pas une coïncidence. »« Non, » acquiesça doucement Miss Marple, « et le village ne le pensera pas non plus. Un murmure en engendrera un autre, et bientôt ce ne sera plus la vérité, mais la peur qui gouvernera les croyances. » Elle jeta un coup d'œil à l'inspecteur. « Voyez-vous, inspecteur, nous ne sommes plus en train d'enquêter sur un seul mystère. Nous en examinons 2. Et je serais fort surprise que les 2 ne soient pas liés, par le passé. » Cette nuit-là, la pluie s'apaisa, mais Rose Hill ne se reposa pas. Les lampes brûlaient tard aux fenêtres des chaumières. Les portes étaient verrouillées. Et dans le cimetière, le chat noir revint une fois de plus,
se blottissant sur la tombe de Mary Rose Chauncey. Ses yeux brillaient comme deux lanternes jumelles dans l'obscurité, témoins silencieux de secrets qui ne resteraient pas enfouis. Chapitre 7. Les ragots se transforment en poison. Le lendemain matin, la pluie s'était arrêtée, laissant le village luisant de flaques d'eau et de pavés humides. L'air sentait la terre mouillée et les feuilles abîmées. Rose Hill, cependant, était moins rafraîchi qu'inquiétant. La nouvelle de la mort de M. Julian Drake s'était répandue plus vite que n'importe quelle cloche d'église. Avec 2 morts subites en 3 jours, l'humeur du village était passée de la curiosité à la peur. Chez l'épicier, Madame Larkin parla avec délectation, la voix basse juste assez pour laisser paraître l'assurance. « Écoutez-moi bien, les 2 décès sont liés. Monsieur Drake venait de Londres, tout comme Monsieur Pritchard. Ça en dit long. Les Londoniens sont des fauteurs de troubles. » Son auditeur, le vieux Monsieur Gibbs, murmura « Ou alors les ennuis les ont suivis ici. » Chez le drapier, Madame Templeton était pâle mais posée, se tenant plus droite que d'habitude, comme pour éviter toute spéculation. « Je connaissais Monsieur Drake à peine, » déclara-t-elle à un groupe de femmes qui ne posèrent pas la question. « Une simple connaissance. C'est affligeant, bien sûr, mais il ne faut pas exagérer le lien. » Ce démenti, formulé avec tant de fermeté, eut précisément l'effet inverse. À l'heure du thé, des rumeurs se répandirent selon lesquelles Madame Templeton avait été vue plus d'une fois se promener avec M. Drake au bord de la rivière, et qu'ils avaient parlé avec une intimité peu propice à la bonne société. L'inspecteur Graves, épuisé mais déterminé, convoqua une petite réunion au presbytère. Étaient en présent le révérend Channing, Madame Roper, Peter Conway et Mademoiselle Marple, assise avec son sac à tricot à ses pieds. Graves commença sans préambule. 2 hommes morts à Rose Hill en quelques jours, tous 2 de l'extérieur. Tous 2, semble-t-il, avec des raisons de s'intéresser au passé. La question est, pourquoi ? Madame Roper joignit les mains. Monsieur Pritchard n'a jamais parlé de Monsieur Drake. Je n'arrive pas à croire qu'ils se connaissaient. Graves déposa les lettres de la valise de Pritchard sur la table. Celle-ci suggère le contraire. La vérité est dans l'enfant. Ce n'est pas une phrase qu'on écrit à la légère. Quelqu'un voulait que Pritchard se penche sur la tombe de Mary Rose Chauncey. Et maintenant, Monsieur Drake est mort. Monsieur Drake qui passait ses soirées à discuter avec les villageois d'histoire familiale et de vieilles maisons. Quelqu'un l'a-t-il entendu parler des Chauncey ? Le vicaire fronça les sourcils. Il m'a interrogé la semaine dernière sur les anciennes familles. Il semblait particulièrement curieux de savoir si les Chauncey avaient laissé des héritiers. Miss Marple leva les yeux avec douceur. « Ah, les héritiers. C'est souvent là que les ennuis commencent. Une fortune, inspecteur, c'est comme le miel. Elle attire non seulement les mouches, mais aussi les guêpes. » Graves tapota son crayon. Les Chauncey n'étaient dit pas riches durant leurs dernières années. « Non, » répondit Miss Marple, « mais les fortunes sautent parfois une génération ou prennent des formes inattendues. Une petite propriété, par exemple, ou un trust laissé en sommeil. Ou peut-être pas d'argent du tout. La réputation peut être aussi précieuse et dangereuse que l'or. » Après la réunion, Miss Marple rentra lentement chez elle, son parapluie claquant sur les pavés. Elle s'arrêta près du cimetière, où elle aperçut Alice Hartley qui attendait près du portail, le visage pâle. « Oh, Miss Marple, » murmura Alice, « ils disent que Madame Templeton et Monsieur Drake étaient... Enfin, vous savez, et que son mari l'a peut-être découvert. Mais c'est méchant, non ? Dire de telles choses ?» Miss Marple posa doucement la main sur le bras de la jeune fille. « La méchanceté et les ragots font souvent bon ménage, ma chère. La vérité est généralement ailleurs. Mais dites-moi, toi avez-vous déjà vu Monsieur Drake avec Monsieur Pritchard ?» Alice secoua la tête. « Non, seulement, une seule fois j'ai cru que Monsieur Drake l'observait, de l'autre côté du green. Il avait l'air de le connaître, mais il ne voulait pas être vu. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « C'est très utile, Alice. Merci. » Ce soir-là, l'inspecteur Graves fit une visite à Rose Hill House. Sir Giles Avery était absent, mais mademoiselle Béatrice le reçut avec sa raideur habituelle. « Vous pouvez examiner à nouveau le hangar si vous le souhaitez, » dit-elle,
même si je ne vois pas à quoi cela servirait. Drake ne nous était d'aucune utilité. S'il choisissait de fréquenter les villageois, c'était son affaire. Graves étudia son visage. Et pourtant, il est mort sur votre propriété. La bouche de mademoiselle Avery se ferma. Le monde est plein d'accidents. Lorsqu'elle eut quitté la pièce, Miss Marple, qui avait accompagné Graves, se pencha vers lui et murmura « Les femmes redoutables, inspecteur, confondent souvent commandement et dissimulation, mais elles laissent leur ombre tout de même. » Plus tard dans la soirée, les rumeurs de Rose Hill devinrent encore plus sombres. Certains disaient que Pritchard et Drake étaient des maîtres chanteurs, d'autres qu'ils étaient rivaux pour un héritage caché. Quelques-uns murmuraient que la famille Avery elle-même avait quelque chose à cacher, et au-dessus de tout cela planait la certitude glaciale qu'un meurtrier rôdait parmi eux. Dans son salon tranquille, Miss Marple écrivait dans son carnet. Drake observait Pritchard. Connexion refusée par tous. Pourquoi? Lettre. La vérité appartient à l'enfant. Page manquante 1879. Rumeur dangereuse. Madame Templeton impliquée dans des ragots. Pratique? Inspecteur minutieux, mais attaché aux preuves. La nature humaine est le principal indice. Elle posa son crayon, joignit les mains et regarda la nuit où le clocher de l'église se dressait sombrement sur le ciel. Quelque part, elle le savait, les fils commençaient à se nouer. Et quand les fils se nouent, ils peuvent se démêler, avec de la patience et la volonté de voir ce que les autres ignorent. Chapitre 8. Test silencieux. Le village de Rose Hill n'était pas paisible. La verdure semblait étrangement nue sans les banderoles de fête, et les gens se croisaient dans la ruelle avec des hochements de tête prudents, plutôt que des salutations joyeuses. 2 morts si rapides avaient ébranlé la confiance. Les voisins se demandaient maintenant si la personne qui leur offrait un sourire était aussi capable de sombres agissements. Miss Marple, cependant, vaquait à ses occupations habituelles avec une sérénité apparente. Elle rendait visite à ses proches, sirotait son thé et posait ses petites questions, des questions si banales que peu de gens se rendaient la compte qu'elles étaient mises à l'épreuve. Sa première visite ce jour-là fut chez Alice Hartley. La jeune fille était pâle, les mains agitées, arrangeant des fleurs dans un pot. Miss Marple admira la composition, puis dit, presque distraitement, « Comme ces roses sont jolies. Vous me rappelez Mary Rose Chauncey. Un si joli nom, n'est-ce pas? Vous en avez entendu parler, bien sûr. » Alice parut surprise. « L'enfant mort il y a longtemps? Seulement ce que les gens disent, c'était de la fièvre. Pourquoi? » Miss Marple sourit doucement. « Oh, sans raison. Sauf que les enfants savent parfois des choses que leurs aînés oublient. » Elle marqua une pause, laissant les mots en suspens. Alice, après un moment de silence gêné, changea de sujet. Son deuxième appel fut adressé à Madame Templeton, qui la reçut avec une grâce raffinée, bien que ses mains flottaient au-dessus de ses tasses de thé comme si elles avaient besoin d'être occupées. « Vous devez être épuisée, chère Madame Templeton, » dit gentiment Miss Marple. « D'abord l'excitation de la fête, puis cette terrible tragédie. J'espère que vous ne vous surmenez pas. » Le teint de Madame Templeton se colora légèrement. « Oh, on s'en sort. Je connaissais à peine M. Drake, malgré ce qu'on dit. Une simple connaissance. On ne peut pas empêcher les ragots. » Miss Marple remuait son thé d'une main délicate. « Oui, les ragots affluent, n'est-ce pas? Et c'est si injuste. Quand le pauvre M. Pritchard est mort, quelqu'un a immédiatement suggéré que c'était une question d'argent de l'Église. Pourtant, j'imagine qu'il était troublé par quelque chose de bien plus ancien, et peut-être de bien plus triste. » Madame Templeton reposa sa tasse trop vite. « Plus vieux? Plus triste? Que veux-tu dire? » Miss Marple jeta un regard vague par la fenêtre. « Oh, c'est comme ça que les gens portent parfois le poids du passé. On se demande quel genre de lettre un homme comme M. Pritchard a pu conserver. » Elle laissa la remarque s'évanouir comme une fumée. Madame Templeton, cependant, resta étrangement tendue pendant le reste de la visite. Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple rencontra Stanley Brock, le jardinier d'Avery, en train de réparer une clôture le long du chemin. Il avait l'air renfrogné comme toujours, mais Miss Marple l'accueillit avec la chaleur d'une grand-mère. « Tu es très doué, Stanley.
dit-elle. Quel coup de marteau! C'est très différent de la façon dont mon défunt oncle réparait les choses. Ça laissait toujours un jeu. Au fait, tu devais bien connaître le hangar derrière Rose Hill House? Stanley grogna. Je la ferme généralement à clé. Mais quelqu'un avait une clé, ou la forçait. Ce n'était pas moi. Miss Marple pencha la tête. Oh, je n'aurais jamais cru que c'était toi, mon cher. Mais on se demande bien qui, au village, est assez doué avec les serrures. Certains s'entraînent sur de petites boîtes avant d'en essayer de plus grandes. As-tu déjà entendu parler d'une chose pareille? Stanley fronça les sourcils. Je ne sais pas. Mais il remua, mal à l'aise, et Miss Marple retira cette réaction comme une maille de son tricot. Ce soir-là, l'inspecteur Graves vint nous rendre visite. Il semblait fatigué, mais déterminé. « J'ai retracé l'écriture sur les enveloppes de la valise de Pritchard, » dit-il à Miss Marple. « Elle correspond à celle de M. Drake. » Donc les deux hommes étaient connectés. Mais pourquoi ce secret? Miss Marple servit du thé. Le secret est souvent moins une question de crime que de honte, inspecteur. On cache ce qu'on ne peut supporter d'avouer. Je me demande si l'un ou l'autre homme s'est renseigné sur les actes de naissance, les adoptions ou quoi que ce soit de ce genre. Graves cligna des yeux. Puisque tu le dis, la bibliothécaire a dit que Pritchard empruntait des livres de généalogie, et Drake lui a posé des questions sur les registres paroissiaux au-delà de Rose Hill. Miss Marple lui adressa un petit sourire entendu. Nous y voilà. Voyez-vous, inspecteur, il ne cherchait pas seulement de l'argent, il cherchait un nom. Graves se pencha en avant. Un nom? Oui. Un nom juste, inspecteur, peut tout changer. Il peut transformer un étranger en héritier, ou un serviteur en menace. Et parfois, ajouta-t-elle doucement, il peut obliger le passé à payer le présent. Cette nuit-là, Miss Marple écrivit dans son carnet « La main de Drake sur les lettres. Lien prouvé. » Les deux hommes ont retrouvé les archives familiales. Le centre de Chauncey. L'enfant. Chez Mary Rose Chauncey. Pourquoi est-ce important? Templeton est mal à l'aise à l'évocation des lettres. Alice est surprise. Stanley est évasif au sujet des serrures. Un homme est le cœur de cette affaire. Elle posa son crayon, plia son tricot et regarda le cimetière. Le chat noir était de nouveau là, recroquevillé sur la tombe, comme pour la surveiller. Et Miss Marple pensa, avec une certitude tranquille, que ce n'était pas seulement la tombe de l'enfant qui était gardée, mais un secret que quelqu'un à Rose Hill préférerait tuer, plutôt que de laisser échapper. Chapitre 9. L'ombre de Chauncey. Le lendemain matin, la tranquillité était trompeuse. Le soleil scintillait sur les feuilles lavées par la pluie, et les hirondelles volaient au ras du pré. Pourtant, à Rose Hill, l'air était glacial, comme si la moindre parole impertinente pouvait le briser. 2 morts avaient transformé les ruelles, familières en couloirs de suspicion. L'inspecteur Graves s'était rendu à Marleycombe pour suivre les pistes officielles, abandonnant le village à ses spéculations. Mademoiselle Marple, qui trouvait les rumeurs du village plus utiles que n'importe quel rapport de police, se rendit tranquillement à la bibliothèque de près. La bibliothécaire, une femme mince avec un pince-nez et un air de tutelle secrète, la salua avec respect. « Oh oui, mademoiselle Marple, monsieur Pritchard était un emprunteur régulier. Toujours des ouvrages sérieux, mémoire, histoire, généalogie. Il a posé plusieurs questions sur la famille Chauncey. »« Vraiment ?» murmura Miss Marple. « Et M. Drake aussi. La semaine dernière, il a demandé si le registre paroissial remontait à avant 1860. Je lui ai répondu que notre registre était incomplet, bien sûr, et il a semblé déçu. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie. Des dossiers incomplets sont une épreuve douloureuse pour ceux qui cherchent des réponses. Cela signifie souvent que les réponses se trouvent ailleurs. En quittant la bibliothèque, elle croisa Alice Hartley qui traversait la place en courant. La jeune fille semblait inquiète, mais en voyant Miss Marple, elle marqua un temps d'arrêt. « Mademoiselle Marple, » dit-elle à bout de souffle, « puis-je vous dire quelque chose? Cela pourrait ne rien vouloir dire. Ma chère, les choses que les gens pensent ne rien signifier sont souvent les plus importantes, » répondit doucement Miss Marple.
Alice baissa la voix. « La semaine dernière, j'aidais à l'église avec les fleurs. Monsieur Pritchard est entré. Il m'a demandé, très poliment, si je savais où se trouvaient les tombes de Chauncey. Quand je lui ai montré, il est resté un long moment à regarder la pierre tombale. Puis il a dit « Si seulement les enfants pouvaient dire ce qu'ils savent. » Ça m'a fait un drôle d'effet. Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. « Oui, Alice. C'est important. » Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves revint avec des nouvelles. Il se rendit au cottage de Miss Marple, où elle venait de disposer 2 tasses de thé comme si elle l'attendait. « Je suis allé aux archives du comté, » dit-il en s'asseyant. Les Chauncey possédaient autrefois une propriété, le manoir de Chauncey, juste après Rose Hill. Vendu dans les années 1870 pour dette, il passa ensuite entre plusieurs mains. Pas de fortune là-dedans. Mais j'ai trouvé autre chose. L'enfant, Mary Rose Chauncey, n'était pas inscrite dans les registres de naissance du comté, seulement dans le registre paroissial. Miss Marple se pencha en avant. Donc, officiellement, elle n'existait pas. Exactement. Ce qui soulève la question, qui était-elle? Miss Marple sirota son thé. Je dirais que c'était une enfant dont la présence était gênante. Parfois, les familles dissimulent les naissances illégitimes en les déclarant discrètement dans une paroisse, où les registres ont moins de chances d'être vérifiés. Mais plus tard, lorsqu'il s'agit de biens ou d'héritage, l'absence d'un acte en bonne et due forme devient problématique. D'où peut-être la page manquante. Graves fronça les sourcils. « Mais pourquoi tuer pour ça maintenant, après tant d'années ?»« Parce que le passé est toujours là, inspecteur, » dit doucement Miss Marple. « Quelqu'un a dû craindre que M. Pritchard ou M. Drake ne découvrent une vérité menaçant leur confort présent. » Ce soir-là, Mademoiselle Marple rejoignit le cercle de couture de Rose Hill House. Mademoiselle Béatrice Avery présidait, le dos droit, la voix aussi vive que ses points de broderie. La conversation dériva, comme toujours, vers les meurtres. « C'est intolérable, » déclara Mademoiselle Avery. « Notre village est réduit à des murmures et des conjectures. Si ces hommes ont fouiné dans des choses qu'il valait mieux laisser enfouies, ils ont attiré leur propre sort. » Il y eut un murmure d'approbation, mais Miss Marple remarqua le rapide regard que Béatrice lança à son frère, Sir Giles, assis, raide, avec son journal. Sa main tremblait légèrement en tournant une page. Miss Marple fit un point net et dit, comme distraitement, « C'est curieux, n'est-ce pas, comme les morts dominent les vivants. Les Chauncey, bien que disparus, semblent plus présents à Rose Hill aujourd'hui qu'ils ne l'étaient de leur vivant. » Sir Giles leva brusquement les yeux. « Les Chauncey ne sont rien pour nous. Ils se sont dissipés, et il valait mieux les oublier. » dit Miss Marple d'un ton doux. « Mais les choses oubliées finissent toujours par revenir, Sir Giles, surtout quand elles ont été cachées plutôt que véritablement enterrées. » Cette nuit-là, dans son carnet, Miss Marple écrivit « L'enfant Mary Rose Chauncey n'est pas inscrite au registre du comté, seulement paroissial. Naissance dissimulée. Pritchard et Drake en quête d'identité. La page manquante de 1879 est probablement pertinente. » Sir Giles Avery est nerveux à cette mention. Béatrice est sur la défensive. Un lien? Le motif n'est pas seulement l'argent, mais aussi la réputation. Qui a peur d'être exposé? Elle marqua une pause, tapotant son crayon d'un air pensif. Puis elle ajouta une ligne. La vérité appartient à l'enfant. Dans le cimetière, le chat noir se blottit de nouveau sur la tombe de Mary Rose. Aux yeux des passants, il ne semblait être qu'un animal cherchant réconfort sur la pierre froide. Mais pour Miss Marple, qui regardait la verdure depuis sa fenêtre éclairée par une lampe, c'était un rappel. L'innocence, même longtemps enfouie, a le pouvoir de déstabiliser le coupable. Chapitre 10. Malaise à Rose Hill House. Le lendemain, un soleil pâle perçait la brume. Rose Hill paraissait presque idyllique dans la lumière matinale, mais pour ceux qui arpentaient ses ruelles, le village ne semblait plus sûr. Les suspicions s'accrochaient aux haies aussi sûrement que la rosée. L'inspecteur Graves, de plus en plus convaincu que le cœur du problème se trouvait à Rose Hill House, s'y rendit en fin de matinée.
Miss Marple, l'ayant anticipé, parvint à arriver peu après, apparemment pour apporter un pot de confiture de fraises à la gouvernante. Mademoiselle Béatrice Avery les reçut tous deux au salon. Elle était impeccablement mise, son tailleur en tweed gris contrastant avec le chintz délavé, mais son expression trahissait une légère tension. Sir Giles était assis dans un fauteuil, raide comme s'il avait été sculpté, le journal plié mais non lu dans ses mains. « J'espère que cela ne deviendra pas une intrusion quotidienne, » commença mademoiselle Béatrice d'un ton glacial. « Mon frère n'est pas à l'aise avec des perturbations continuelles. » L'inspecteur Graves inclina la tête. « Je ne vous retiendrai pas longtemps. Mais certains faits concernant la famille Chauncey ont été révélés. Il semble que M. Pritchard et M. Drake enquêtaient tous deux sur leur histoire. » Sir Giles s'agita, mal à l'aise. Les Chauncey étaient des dévoriens. Ils se sont ruinés à force d'alcool. Pourquoi remuer de vieilles cendres ? Parce que, répondit Graves d'un ton ferme, quelqu'un semble déterminé à empêcher que ces cendres soient déplacées. Cela, Sir Giles, en fait bien plus que des cendres. Les yeux de mademoiselle Béatrice brillèrent. Suggérez-vous ? Rien à signaler pour l'instant, interrompit Graves calmement. Mais les deux hommes sont morts. Et ils s'intéressaient tous deux à Mary Rose Chauncey. Pendant un instant, le silence régna dans la pièce. Puis Sir Giles laissa échapper un rire bref et cassant. Un enfant mort depuis des décennies. Absurde. La voix de Miss Marple résonna doucement, presque comme pour apaiser un enfant angoissé. Les morts ont souvent plus de pouvoir que les vivants, Sir Giles, et les noms, comme je l'ai souvent observé, peuvent être dangereux. Les lèvres de Béatrice se pincèrent. Ma famille n'a rien à voir avec cette affaire. Tu ferais mieux de chercher parmi ceux qui fréquentent trop librement des inconnus. Miss Marple nota attentivement les mots. Les familles qui vraiment n'avaient rien à cacher, rarement protestaient autant. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple s'arrêta au presbytère, où le révérend Channing était assis, l'air sombre, devant les papiers paroissiaux. « Mademoiselle Marple, dit-il, toute cette affaire est une véritable torture. Mais je me souviens d'une chose étrange. Il y a quelques années, lors du vidage de l'ancienne sacristie, on avait parlé d'une enveloppe scellée parmi les papiers de Chauncey. Elle avait été remise au père de Sir Giles, qui était administrateur de la succession. Je n'en ai plus jamais entendu parler. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. « C'est très intéressant, révérend. Les enveloppes scellées sont comme des graines enterrées. Elles germent souvent au moment où on s'y attend le moins. Ce soir-là, les rumeurs prirent une autre tournure. La rumeur se répandit que Sir Giles avait été aperçu en pleine conversation animée avec Julian Drake 2 nuits avant la fête, près des grilles de Rose Hill House. Madame Templeton, qui prétendait les avoir observés depuis sa voiture, décrivit le visage de Drake comme triomphant et celui de Sir Giles comme livide. Lorsque la rumeur parvint à l'inspecteur Graves, il appela aussitôt Miss Marple. Elle l'écouta avec sa sérénité habituelle. « Voyez-vous, inspecteur, tout commence à s'éclaircir. Monsieur Drake a dû découvrir quelque chose, peut-être dans cette enveloppe scellée. Et Sir Giles, je suppose, a compris le danger. » Graves fronça les sourcils. « Mais si Sir Giles a tué Drake, qu'en est-il de Pritchard ?» Miss Marple sourit faiblement. « Ah, inspecteur, la nature humaine est rarement aussi simple. Un homme peut être tué pour son savoir, et un autre pour ce qu'il pourrait découvrir. » Cette nuit-là, Miss Marple s'assit à son bureau et ouvrit son carnet. Sir Giles se met sur la défensive à la mention de Chauncey. Béatrice est trop pressée de partir. Une enveloppe scellée a existé, confiée à la famille Avery. Son sort est inconnu. Drake s'est disputé avec Sir Giles. Motif, découverte. 2 décès liés au même secret. Elle a ajouté, avec un soulignement soigné, le nom de l'enfant et la clé. Dehors, le village s'endormit péniblement. Mais à Rose Hill House, les lumières brûlèrent plus longtemps que d'habitude. Et dans le cimetière, le chat noir rôda de tombe en tombe, avant de revenir, comme toujours, se lever sur la pierre tombale de Mary Rose Chauncey, comme s'il guettait une histoire encore inédite. Chapitre 11. Sous les escaliers.
Malgré sa fière façade et ses pelouses impeccables, Rose Hill House dégageait un certain malaise. Dans les grandes maisons, les domestiques n'étaient jamais totalement à l'abri des ragots, mais ces murmures s'étaient mués en courants puissants, submergeant les efforts de dignité des Avery. Miss Marple, qui avait développé un talent pour se laisser sous-estimer, demanda à la gouvernante, Madame Ellis, si elle pouvait apporter un panier de chaussettes tricotées pour le tronc des pauvres de l'hiver. Madame Ellis, corpulente et pragmatique, la reçut chaleureusement et l'invita à prendre le thé dans le hall des domestiques. Là, au milieu de l'odeur du phénol et de la cire d'abeille, Miss Marple s'installa dans un fauteuil dur, son tricot à la main. Elle ne posa aucune question, se contenta d'écouter. Les domestiques, elle le savait, parlaient non plus librement lorsqu'ils se sentaient inaperçus. Ce fut la femme de chambre qui laissa échapper le premier indice. « Monsieur Drake n'était pas un inconnu, » dit-elle à mi-voix. « Pas pour le maître, en tout cas. Je l'ai vu à la porte latérale il y a un mois. Sir Giles lui a donné de l'argent. Des billets pliés, en fait, dans une liasse. » Le valet de pied fronça les sourcils. « Tu es sûr de ça ?»« Aussi sûr que mes propres yeux. » Madame Ellis les fit taire, mais mademoiselle Marple avait déjà caché le fait. L'argent versé en privé était rarement bien dépensé. En se levant pour partir, Miss Marple s'adressa gentiment à Madame Ellis. « Vos maîtres doivent être soumis à une grande pression. Espérons qu'ils bénéficient d'une aide loyale. » Madame Ellis pinça les lèvres. « Nous faisons de notre mieux, madame. Mais c'est difficile quand il y a des humeurs. Mademoiselle Béatrice, c'est une femme forte, avec la langue bien pendue. Et Sir Giles, eh bien, il garde ses problèmes pour lui. Il y a des années, il y avait quelque chose à propos des Chauncey. Le vieux maître avait des affaires, voyez-vous. Nous n'avons jamais su ce qu'il en était advenu, seulement que les papiers étaient rangés dans un tiroir fermé à clé. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Un tiroir verrouillé. C'est très suggestif. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves rejoignit Miss Marple à son cottage. Elle lui raconta ce qu'elle avait entendu. Il fronça les sourcils et tapota son carnet. « De l'argent de Sir Giles à Drake. Ça sent le chantage. Et si Drake en faisait trop ?»« Tout à fait, » acquiesça Miss Marple. « Mais rappelez-vous, inspecteur, que les maîtres chanteurs se contentent rarement d'une seule victime. Monsieur Pritchard a peut-être participé à la même affaire, ou lui a été associé. » Graves hocha la tête d'un air sombre. « Je vais jeter un œil au bureau de Sir Giles, avec un mandat, si nécessaire. » Miss Marple ajouta. « Et ne négligez pas les tiroirs, inspecteur. Les familles cachent plus de choses dans les meubles que dans leur cœur. » Ce soir-là, un petit drame se produisit à l'auberge du village. Stanley Brock, le jardinier d'Avery, avait bu plus de bière qu'il n'était raisonnable. Détendu par l'alcool, il murmura à portée de voix de plusieurs villageois. Pritchard n'était pas le seul à fouiner sur les tombes. Mademoiselle Avery elle-même s'y est rendue après la tombée de la nuit, il y a une semaine. Je croyais que personne ne l'avait vue, mais moi, j'ai vu. Les mots se répandirent dans la taverne comme une traînée de poudre. En moins d'une heure, la moitié du village les répéta. Mademoiselle Béatrice Avery dans le cimetière, la nuit. Lorsque l'histoire parvint à l'inspecteur Graves, il soupira. Une autre complication. Si elle était sur la tombe, elle savait peut-être ce que Pritchard et Drake cherchaient. Miss Marple se contenta de croiser les mains. « Oui, inspecteur. Mais il faut être prudent. Une femme comme Béatrice Avery peut garder des secrets de famille, même jusqu'à la ruine. Cela ne signifie pas qu'elle ait été coupable de meurtre. Mais cela signifie peut-être qu'elle sait qui l'est. » Cette nuit-là, Miss Marple écrivit dans son carnet « Serviteur. Drake connu de Sir Giles. Argent versé en privé. Vieux tiroir verrouillé. Papier concernant Chauncey. Enveloppe scellée. Béatrice vue sur une tombe la nuit. Pourquoi se cacher? Par loyauté? Par peur? Chantage probable. Victime. Sir Giles, peut-être d'autres. Mais qui craignait Pritchard la plupart? Elle a souligné la dernière ligne 2 fois. Dehors, le chat noir n'avait pas pris sa place habituelle sur la tombe de Mary Rose Chauncey. Il rôdait sans relâche parmi les pierres, la queue battante.
Miss Marple, qui l'observait depuis sa fenêtre, lui trouva moins l'air d'une sentinelle que d'une créature perturbée, comme si même les morts commençaient à s'agiter. Chapitre 12. La page manquante. Le lendemain, l'inspecteur Graves obtint l'autorisation de perquisitionner Rose Hill House. Sir Giles Avery protesta amèrement, mais celles de mademoiselle Béatrice furent plus vives encore. Son ton sec suggérait l'indignation, mais était teinté de peur. Graves, discrètement accompagné de Miss Marple, examina le bureau, une pièce au mur sombre, avec un lourd bureau et de hauts placards. Les tiroirs ne livrèrent d'abord que des factures, des permis de chasse et la correspondance habituelle. Mais dans le tiroir du bas, sous une fausse doublure astucieusement installée, la main de Graves toucha une liasse de papier. Il l'étire lentement. La feuille du dessus était jaunie par le temps, pliée à de nombreuses reprises. À sa vue, mademoiselle Béatrice poussa un cri involontaire. « Ce sont des papiers familiaux privés !» s'exclama-t-elle. Graves l'ignora et déplia la feuille. C'était une feuille de registre paroissial, soigneusement découpée dans sa reliure. L'entête disait « Paroisse de Rose Hill, enterrement. 1879 » Trois noms apparaissaient à l'encre délavée, mais l'un d'eux avait été barré de larges traits de plume. Le nom, bien que masqué, était encore à peine lisible. « Marie-Rose Chauncey ». Miss Marple se pencha. Ça explique beaucoup de choses. » Graves avait l'air sombre. Alors la page manquante était là depuis toujours, cachée chez les Avery. Sir Giles fulmina. « Ça ne prouve rien. Les papiers sont tombés entre les mains de mon père, qui en était le fiduciaire. Il les a gardés en sécurité, c'est tout. » Mais le regard de Miss Marple, bien que bienveillant, était perçant. « En sécurité, Sir Giles, ou enterrés ? Il y a une différence. Et ceux qui enterrent le font souvent par peur de ce qui poussera si la graine est vue. » Plus tard, au presbytère, Graves et Miss Marple examinèrent les papiers de plus près. À côté du feuillet du registre se trouvait une enveloppe scellée, dont la cire était devenue cassante avec le temps. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une écriture victorienne soignée. À qui cela peut concerner ? Il a lu. L'enfant Mary. Rose n'est pas de sang Chauncey, mais a été placée ici pour éviter le scandale. Son véritable père et le reste avait été violemment effacé à l'encre, effaçant le nom. Graves se rassit lourdement. L'enfant était donc illégitime, dissimulé pour protéger la réputation de quelqu'un. Mais de qui ? Miss Marple dit doucement. Voilà, inspecteur, le cœur du problème. Et quelqu'un de vivant aujourd'hui craignait que M. Pritchard et M. Drake ne soient sur le point de le découvrir. Graves fronça les sourcils. Pourquoi est-ce important maintenant, après toutes ces années ? Parce que la réputation, inspecteur, est la monnaie d'échange de certaines familles, et parce que l'héritage peut reposer sur la légitimité. Si la lignée Chauncey se mêlait à une autre, un héritier pourrait émerger. Peut-être même un ici, à Rose Hill, sans méfiance. Ce soir-là, la nouvelle de la découverte se répandit dans le village. Lorsque Madame Larkin ramena son panier de l'épicerie, on raconta ouvertement que les Avery avaient gardé des secrets, et que la petite Chauncey n'était pas ce qu'elle semblait être. Les rumeurs, avivées par la peur, étaient alors plus cruelles que jamais. Pendant ce temps, Madame Templeton pleurait doucement dans sa voiture, même si elle disait à tous ceux qui l'interrogeaient que c'était la pression de tout ça. Et Stanley Brock, sirotant une pinte à l'auberge, murmurait d'un ton sombre que certains feraient n'importe quoi pour garder leur nom propre. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, son tricot mis de côté, son carnet ouvert. Elle écrivait « Page manquante trouvée dans le tiroir Avery ». La lettre confirme l'illégitimité de Mary Rose. Le nom du père est effacé. Qui craignait d'être exposé ? Sir Giles ou Béatrice ? Ou quelqu'un d'au-delà ? Drake a fait chanter Avery. Pritchard aussi ? Mais pourquoi tuer deux fois ? Elle marqua une pause, puis ajouta « Le meurtrier agit non seulement par peur, mais aussi par fierté. » Miss Marple referma le carnet avec un soupir. Elle avait vu l'orgueil détruire aussi sûrement que l'avidité ou la passion. C'était, songea-t-elle,
le mobile le plus mortel, précisément parce qu'il se cachait derrière la droiture. Et dehors, sous le clair de lune, le chat noir retrouva sa place sur la tombe de Mary Rose Chauncey. Mais cette nuit-là, il ne se roula pas en boule pour dormir. Il resta assis, alerte, comme pour guetter ce qui allait bientôt être révélé. Chapitre 13. Le piège est tendu. Le village de Rose Hill n'avait jamais été aussi tendu. Chaque pas de porte portait son murmure, chaque tasse de thé ses spéculations. La suspicion s'était emparée non seulement des Avery, mais de quiconque avait même échangé un mot avec les deux morts. La peur transformait les voisins en observateurs et les ragots en poison. Miss Marple, qui semblait ne rien faire d'autre que tricoter et rendre des visites polies, se déplaçait avec un calme qui dissimulait une intention. Elle avait appris depuis longtemps que la nature humaine, si on lui donne un coup de pouce, se révèle sans contrainte. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Madame Templeton. Celle-ci l'accueillit avec une grâce forcée, un peu trop prompte à protester de son sang-froid. « Ma chère Miss Marple, c'est vraiment affreux. Je n'ose imaginer ce que l'inspecteur va découvrir ensuite. » Miss Marple sirota son thé et remarqua, avec sa douceur: « C'est curieux, n'est-ce pas, comme les lettres nous trahissent. On peut les déchirer, les brûler, les cacher, et pourtant la vérité persiste. Même les ragots puisent leurs racines dans des mots écrits il y a longtemps. » Madame Templeton resta immobile. « Des lettres? Quelles lettres? » « Oh, je pensais à M. Pritchard, » dit Miss Marple d'un ton vague. « Il a dû être très affligé, le pauvre homme, d'avoir une telle correspondance sur lui. Et l'avoir découverte, c'est le genre d'exposition que certaines personnes ne supportent pas. » La tasse de Madame Templeton vibra légèrement contre sa soucoupe. « Oui, tout à fait. Être exposé est une chose terrible. » Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant et changea de sujet pour parler des boutures de rosiers. Mais elle en avait assez vu. Le lendemain, Mademoiselle Marple organisa une petite réunion au presbytère. Madame Roper, Madame Templeton, Sir Giles et Mademoiselle Béatrice Avery, le jeune Peter Conway, Alice Hartley et l'inspecteur Graves. Le prétexte était une discussion sur les œuvres caritatives paroissiales, mais chacun savait pourquoi ils étaient là. Le groupe était assis, mal à l'aise, dans le salon du vicaire, les yeux rivés sur l'inspecteur. Miss Marple, son tricot sur les genoux, ne ressemblait qu'à une aimable vieille dame. « Mes chers amis, » commença-t-elle doucement, « nous sommes tous bouleversés par les événements récents. Mais je crois que le cœur du problème ne réside pas dans la violence, mais dans le passé, plus précisément dans l'enfance de Mary Rose Chauncey. » Béatrice Avery se raidit. « On devrait laisser ce nom tranquille. » « Mais la paix, » dit doucement Miss Marple, « ne peut être bâtie sur des mensonges. M. Pritchard et M. Drake cherchaient tous deux sa vérité, et cette vérité était cachée, dans une page arrachée du registre et dans une lettre que quelqu'un a tenté d'effacer. » Un silence s'abattit. Sir Giles s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. Madame Templeton pressa son mouchoir contre ses lèvres. Miss Marple poursuivit d'une voix calme. La lettre nous apprenait que Mary Rose n'était pas du tout une enfant Chauncey. Sa véritable filiation était cachée. Ce fait, s'il avait été révélé, aurait pu altérer des réputations, voire des héritages. Elle marqua une pause, posant son regard sur chaque visage tour à tour. Quelqu'un dans cette pièce savait que M. Drake avait appris la vérité et que M. Pritchard le suivait de près. Et ainsi 2 hommes sont morts. Béatrice haleta. « Tu veux dire l'un de nous ?» ?»« Pas l'un des nôtres, mademoiselle Avery, » corrigea doucement mademoiselle Marple. « Celui dont la fierté ne supportait pas l'ombre d'être exposée. Celui qui craignait la disgrâce plus que le meurtre. Je ne les nommerai pas encore. Je suggère plutôt de leur laisser l'occasion de se révéler. » À ce moment-là, la femme de chambre du vicaire apporta un petit plateau. Sur celui-ci reposait le stylo plume cabossé que M. Pritchard avait autrefois emporté, récupéré dans sa chambre par l'inspecteur Graves à la suggestion de mademoiselle Marple. Miss Marple le souleva délicatement. « C'est le stylo dont M. Pritchard prétendait qu'il avait fui. Mais il n'a pas fui. Il a été utilisé.
À l'intérieur du capuchon, l'inspecteur Graves a trouvé le bout de papier qu'il portait à sa mort. Ce papier porte un nom, le nom du véritable père de Mary Rose Chauncey. Il y eut une inspiration collective. Miss Marple regarda autour d'elle avec une douce sérénité. « Je pense que nous allons voir maintenant qui ne peut se contenir. » Pendant un long moment, le silence régna. Puis, avec un cri étranglé, une personne se leva d'un bond, protestant trop fort, trop vite. Son visage, déformé par la peur et la fureur, trahissait la vérité bien plus clairement que l'encre sur le papier ne le pourrait jamais. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Oui, » dit-elle doucement, « c'est exactement ce que je pensais. » Chapitre 14. La révélation. L'espace d'un instant, le salon du presbytère resta figé. La silhouette qui s'était levée d'un bond tremblait, ses mots déferlant dans un torrent de protestations. « Ce sont des mensonges. Vous n'avez aucune preuve. Cette vieille femme raconte des histoires. Et vous l'écoutez tous comme si elle était la Bible. » L'inspecteur Graves se leva, la voix posée. « Asseyez-vous, Madame Templeton. » Un halètement parcourut la pièce. Madame Templeton vacillait, la main agrippée au dossier d'une chaise. Son visage était pâle, mais ses yeux flamboyaient. La voix douce de Miss Marple rompit le silence. « Oh, mais nous avons des preuves, ma chère. Non seulement dans le fragment de papier de M. Pritchard, mais aussi dans vos propres paroles et actions. Vous vous êtes trahi bien avant cet instant. » Tous les regards se tournèrent vers Miss Marple alors qu'elle joignait les mains et parlait avec une clarté calme. « Considérons d'abord M. Pritchard. Il est venu à Rose Hill en quête de vérité. Il a emprunté des généalogies, s'est renseigné sur des tombes et a reçu des lettres, écrites par M. Drake, l'exhortant à se tourner vers Mary Rose Chauncey. M. Drake faisait déjà chanter Sir Giles Avery, car il savait que l'enfant était illégitime. Mais M. Pritchard, je pense, recherchait plus que de l'argent. Il recherchait la reconnaissance, peut-être même une revendication. Voyez-vous, il était lui-même un descendant de Mary Rose. Cela explique sa remarque à Madame Roper. Le passé ne meurt jamais. Il change seulement de main. Il retraçait son propre passé. Elle s'arrêta, laissant le choc s'installer. Mais M. Pritchard s'est confié trop librement. Il vous a laissé entendre, Madame Templeton, qu'il avait presque trouvé ce qu'il cherchait. Vous avez immédiatement compris le danger, car le nom figurant dans cette lettre, bien qu'effacé, était un nom que vous connaissiez trop bien. Le père de Mary Rose n'était pas un Chauncey, mais un Templeton, un des ancêtres de votre mari. Madame Templeton poussa un cri étranglé. « Non, oui, » poursuivit doucement Miss Marple. Les Templeton ont bâti leur position à Rose Hill sur l'apparence d'une longue respectabilité, la révélation d'un enfant caché, d'une branche illégitime. Eh bien, cela aurait terni le nom de la famille. Vous ne pouviez pas supporter cela. Toute votre vie a été consacrée aux apparences, les plus beaux chapeaux, la meilleure marmelade, les bonnes fréquentations. L'orgueil était votre héritage, et l'orgueil est devenu votre motivation. Le visage de l'inspecteur Graves était sombre. « Allez-y, Miss Marple. »« Très bien. Monsieur Pritchard s'est rendu au cimetière le jour de la fête, avec l'intention de faire un estampage de la tombe de Chauncey, peut-être pour comparer les noms. Vous l'avez suivi. Le chat alarmé a crié. Lorsqu'il s'est retourné, vous avez saisi votre chance. Vous vous êtes débattu avec lui. Sa manche était déchirée, et vous lui avez cogné la tête contre la pierre. Mais vous n'étiez pas en sécurité. Monsieur Drake en savait plus. Il avait la page manquante, la lettre, et il avait déjà commencé à faire pression sur Sir Giles pour obtenir de l'argent. Et je soupçonne, Madame Templeton, qu'il vous a également fait pression, menaçant de répandre la vérité dans le village si vous n'achetiez pas son silence. Vous l'avez attiré au hangar Avery, sous prétexte d'une confidence. Là, vous l'avez réduit au silence. Une seconde mort pour préserver un nom. Il y eut un silence. Madame Templeton vacillait, les lèvres tremblantes. « Ce n'était pas de l'orgueil, » murmura-t-elle. « C'était de la protection. Mes enfants, leur avenir. Crois-tu que je laisserais tout cela être ruiné par quelqu'un,
un misérable employé et un maître chanteur. Le regard de Miss Marple était doux mais inébranlable. Ah, ma chère, mais c'était quand même de l'orgueil, car les enfants supportent mieux la vérité que le mensonge, si seulement on leur en donne la chance. Ce sont les mensonges qui pourrissent, comme l'humidité sous le plancher. L'inspecteur Graves s'avança. « Madame Templeton, je vous demande de m'accompagner. » L'assemblée se dispersa dans un silence sourd. Béatrice Avery paraissait figée, le visage indéchiffrable. Sir Giles s'épongea le front en marmonnant qu'il s'agissait d'un scandale de Templeton, pas d'une autre. Madame Roper pleurait doucement dans son mouchoir. Alice Hartley s'accrochait au bras de Peter Conway, les yeux écarquillés par le choc. Miss Marple resta assise, son tricot soigneusement plié sur ses genoux. Elle paraissait fatiguée, mais ses yeux gardaient leur éclat constant. « La nature humaine, » dit-elle doucement, comme pour elle-même. Elle se répète toujours, que ce soit dans les grandes maisons ou dans les petites chaumières. L'orgueil, l'avidité, la peur, rien ne change avec les années. Seuls les noms gravés sur les pierres changent. Cette nuit-là, tandis que la charrette du gendarme emportait Madame Templeton, le silence régnait dans le cimetière. Le chat noir se posa de nouveau sur la tombe de Mary Rose Chauncey, se recroquevillant pour prendre l'allure d'un sommeil réparateur. La tombe avait toujours été la clé, un lieu de repos pour l'innocence, mais aussi celui d'un secret qui avait empoisonné des vies pendant des générations. Et dans son cottage, Miss Marple referma son carnet pour la dernière fois sur cette affaire. Sur la dernière page, elle n'écrivit qu'une seule ligne. La vérité ne réside pas dans l'enfant, mais dans ceux qui craignaient son nom. Chapitre 15. Conséquences. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Madame Templeton, Rose Hill évoluait comme dans un brouillard. Les cloches de l'église sonnaient comme toujours, les portes des boutiques s'ouvraient et se fermaient, les enfants couraient après des cerceaux dans la verdure. Mais un sentiment d'irréalité s'attachait à tout. Il était difficile pour les villageois de concilier la silhouette vive et coiffée de son chapeau de Madame Templeton, si longtemps incontournable des comités et des fêtes, avec la femme qui avait abattu 2 hommes de sang-froid. Chez l'épicier, Madame Larkin déclara avoir toujours soupçonné quelque chose, même si sa mémoire lui avait curieusement fait défaut auparavant. À la poste, M. Gibbs secoua la tête et murmura que les femmes étaient plus dangereuses que les hommes en matière de secret. Le pasteur parla avec émotion du péché, du chagrin et du pardon, même si sa voix tremblait lorsqu'il nomma Madame Templeton dans sa prière. La maison des Avery portait elle aussi la marque de tension. Sir Giles feignait le soulagement que le scandale ne soit pas dû à la famille Avery, mais ses mains tremblaient en levant son verre de vin. Mademoiselle Béatrice gardait la tête plus haute que jamais, son sang-froid inébranlable, et pourtant les domestiques murmuraient qu'elle avait pleuré dans sa chambre la nuit du départ de Madame Templeton. L'orgueil, songea Mademoiselle Marple,